Nous sommes ensemble pour cet entretien dans le cadre de l'émission Éclairage. Éclairage qui a l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui M. Mamadou Wane. M. Mamadou Wane Dimao est sociologue de formation dans ses activités également. Il coordonne la plateforme pour la promotion des droits humains en acronyme PPDH. Monsieur Wane, merci d'avoir effectué le déplacement une fois encore, puisque vous n'en êtes pas à votre première fois sur ce plateau, mais merci encore d'avoir effectué le déplacement dans ce contexte sociopolitique, mais à la fois un contexte en tout cas qui a une contestation aux relents économiques, mais également politiques. C'est l'ensemble de ces sujets-là sur lesquels en tout cas nous allons discuter. Mais avant tout de même, vous souhaitez la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, cher Bamba. C'est avec plaisir que je reviens sur vos plateaux pour débattre de l'actualité. L'actualité au pluriel, en fait. Oui, plusieurs actualités. Donc, mais nous allons commencer par celle-là qui est la plus immédiate. Et il s'agit de ces manifestations pour, dit-on, apporter la lumière sur la gestion du pétrole et du gaz. En grosso modo, les ressources naturelles au Sénégal, parce qu'il y en a beaucoup, nous dit-on. Déjà, il y a un mouvement, Aar Li Nu Bokk, qui, au-delà, en tout cas, des organisations de la société civile, et certains responsables politiques qui adhèrent à ce mouvement. Disons, ce mouvement, cette plateforme a organisé une manifestation, dit-on, au niveau de la place de la Nation. C'était ce vendredi. Il s'agissait donc de la seconde manifestation depuis le déroulement de leur plan d'action. La première, il y a une semaine. C'était l'autre vendredi, a été interdite, mais tout de même, il y a eu confrontation sur le terrain. Hier, finalement, les autorités avaient permis cette manifestation. À la lecture, en tout cas, de l'interdiction, de l'autorisation, mais également de l'objet de la mobilisation, vous, en tant que sociologue, quelle dimension vous pouvez donner à l'approche, en tout cas, déroulée par les manifestants, en tout cas au sein de cette coalition-là, Aar Li Nu Bokk, qui réclame la lumière autour de la gestion du pétrole et du gaz? Bon, tout d'abord, vous allez me permettre de saluer les téléspectateurs, de leur souhaiter aussi un bon week-end. Vous avez posé une question qui, à mon avis, est au cœur des transformations démocratiques dans notre pays. La question des ressources humaines est devenue une question stratégique. Dans un contexte où le Sénégal, quand même, il y a beaucoup d'insuffisances au niveau des politiques publiques, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de pouvoir d'achat, en matière aussi, disons, de déficit du chômage des jeunes, surtout les primo-demandeurs d'emploi, en matière dans un contexte aussi, à mon avis, de blocage politique, malgré l'appel au dialogue, malgré la mise en place du processus du dialogue national. Ce qu'on voit, c'est que le Sénégal sort un peu, quand même, d'échéances politiques de l'élection présidentielle avec des contestations fortes. Donc, pour revenir, en démocratie, on n'interdit pas une manifestation citoyenne. L'expression de la démocratie n'est pas seulement aller voter. C'est aussi avoir la possibilité de démontrer, d'exprimer à travers des marches pacifiques en plus, c'est-à-dire son opposition à telle ou telle politique. Même si, par exemple, l'autorité qui apprécie peut argumenter en disant que le contexte est assez sensible, il y a des risques de débordement et tout, vous ne pensez pas que sociologiquement aussi, cela peut être en tout cas une explication à une opposition à une quelconque manifestation? Dans une démocratie, à mon avis, qui se construit, c'est inacceptable. Ce discours ou bien cette capture administrative, l'encadrement de la démocratie. Parce que les manifestations jusqu'à présent, il n'y a pas une manifestation qui a été autorisée et qui a débordé. Moi, je pense que toutes les manifestations qui se sont déroulées sous le magistère de M. Macky Sall ont été quand même des manifestations
démocratiques, des manifestations, à mon avis, pacifiques. C'est normal qu'aujourd'hui, des Sénégalais ou une partie des Sénégalais réclament qu'on leur rende compte sur les ressources humaines. Mais pour les manifestations proprement dites, disons, celle d'il y a une semaine a été interdite, mais celle-là de vendredi, finalement, a été autorisée. On peut dire que l'autorité a lâché du lest, mais il se trouve également que les initiateurs entendent remettre ça tous les vendredis. Finalement, vous ne pensez pas que cela risque de friser la provocation aussi? Mais non. Tous les vendredis, moi, je que pense les gens que se retrouvent dans une place ça dépend de l'objet de quelconque. Ça dépend de l'objet de la manifestation. Si une manifestation réclame justice, réclame la redevabilité, qui est au cœur aussi des principes démocratiques, ce n'est pas seulement aller voter, ce n'est pas seulement la transparence des processus électoraux, mais c'est aussi que ceux qui détiennent le pouvoir au niveau national et au niveau local rendent compte. Et je pense qu'aujourd'hui... Oui, une manifestation pour pousser les autorités, les gouvernants à rendre compte au moment où, sur ce dossier précis du pétrole et du gaz, mais nous avons vu que quand même le gouvernement a saisi le procureur de la République qui est en train d'auditionner des Sénégalais qui pourraient permettre d'apporter la lumière sur cette affaire-là. Dans ce contexte-là où véritablement la justice est saisie et qu'elle s'applique, ça vaut vraiment la peine de continuer en tout cas à manifester. Effectivement, mais moi je pense qu'aussi, si les citoyens n'encadrent pas, ne contrôlent pas, qu'on dise voilà, le procureur sera autosaisi. Après un discours du président de la République, après le discours du principal remis en cause, qui nie catégoriquement, un discours politique où le pouvoir dit non, c'est pas vrai. Et à la limite, bon, on veut attaquer, entre guillemets, mon petit frère, etc., etc. Et ensuite qu'on dise pourquoi on ne l'a pas fait avant. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on dénonce ça. BBC, le document de BBC est venu en 4e étape, je peux dire, d'un processus de dénonciation qui repose toute la question des processus de signature de contrats, à mon avis, dans des bureaux, machin, sans aucune transparence. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, ce qui se passe, c'est véritablement, à mon avis, du point de vue sociologique, l'intérêt aussi, c'est le renouvellement de la démocratie sénégalaise. Sa dimension de participation citoyenne, sa dimension de réclame de la redevabilité. On ne peut pas, sur les ressources naturelles d'un pays, et ça a été dit, je ne veux pas répéter, c'est même galvaudé, les ressources naturelles, c'est pour plus, même les générations futures, qu'on le confie à des personnes ou à des sociétés privées. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter ce qu'un individu peut le faire. On peut trouver des processus où les États sont impliqués. Alors, maintenant, si l'espoir d'un pays qui est un pays pauvre, si on vous dit, monsieur, on a trouvé du pétrole et du gaz, le rêve extraordinaire. Mais moi, je me suis mis à rêver de nouveau Sénégal où tout le monde va accéder à un logement social. De nouveau Sénégal où on aura des universités de première génération, comme les autoroutes de première génération. D'un Sénégal où il y a l'équité entre les territoires. D'un Sénégal où il y a la lumière partout, l'électricité, qui est au cœur des transformations, même sur le plan économique. On rêve. Ce rêve est brisé brutalement, parce qu'on nous apprend, je ne vais pas revenir dessus, que bon, on a donné ça à quelqu'un, ce monsieur-là, il est impliqué, le frère du président de la République est impliqué, alors que le président de la République a bénéficié d'un vote d'éthique contre l'ancien régime, qui est tombé pas parce qu'il n'a pas réalisé des choses, mais sur des questions d'éthique. Sur ce frère du président de la République que vous avez cité, qui est quand même au cœur de cette affaire, selon le reportage, le document de la BBC, mais également au-delà, tous les gens qui s'agitaient quand même, entre guillemets, autour de cette ressource naturelle pour que
la lumière soit faite sur les conditions de signature du contrat, au-delà les conditions de gestion de ces ressources naturelles. Il y en a qui mettent en aval, en tout cas, ces liens entre Aliou Sall et le chef de l'État. D'autres, en tout cas, par contre, disent que être le frère du chef de l'État ne doit pas être un crime, ne doit pas pour autant l'éloigner de la gestion, en tout cas, du pays. Vous dites quoi? Sociologiquement, est-ce que ce lien parental peut avoir véritablement des conséquences par rapport à des responsabilités qu'on aurait confiées à Aliou Sall en tant que Sénégalais et qui rempliraient des compétences? Non, mais moi je pense que le débat il est très mal posé. Vous savez pourquoi le débat il est très mal posé? Dans nos républiques, dans nos démocraties, on a hérité d'une démocratie à la française de 1789, disons. La matrice de notre démocratie, elle est occidentale. Et elle va jusqu'à, je saute les étapes, jusqu'à la République. La relation entre la démocratie et la République, c'est quand même sauvegarder des positions de pouvoir par rapport à des liens de féodalité. Quand je dis liens de féodalité, c'est des filiations. Votre fils, votre épouse, vos parents, etc. On sort d'un traumatisme quelque part. Quelque part. Causé par l'ancien régime, la position de Karim Wade. Ça vaut ce que ça vaut, c'est juste ou c'est pas juste, vous l'avez Vous faites une comparaison entre Karim Wade de son père et Aliou Sall, parce que la filiation, son frère Macky Sall, président de la République. Oui, parce que la filiation de ce pouvoir-là, de 2012, j'ai dit, ils ont bénéficié d'un vote éthique sur la question de la non-monarchisation de la République. La dévolution monarchique, ils le disaient, ils l'ont théorisé. Eux, ils arrivent au pouvoir, il n'y a pas une rupture totale, au contraire, on voit se reproduire à une échelle beaucoup plus élargie, famille beaucoup plus élargie, de la famille nucléaire, on vient à la capture du pouvoir par la famille élargie. Quelque part, je parle de représentation, je parle au niveau sociologique. Sans que moi je donne mon point de vue, je vais le donner après comme citoyen. Ouais. Mais dans la représentation, l'immense majorité des Sénégalais te disent de séparer famille et pouvoir politique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président lui-même qui est aujourd'hui en exercice. Je ne nommerai jamais mon frère à des postes, je ne sais pas comment il a dit. Voilà, etc. Maintenant, on dit oui qu'il a été poussé, obligé. Si on dit que le président est obligé, ça veut dire, ça veut dire que les pressions sur lui, ça marche. Et pourtant, il avait bien dit qu'il ne subirait aucune pression. Il a dit que ce soit au Sénégal ou les pressions qui viennent de l'intérieur. Le discours. Vous voyez quoi présentement? Non, je dis, il s'est dédié sur le plan politique. Or, quand un président se dédie, comme l'ancien président, je parle toujours des symboles. Le symbole du Wahouachet, ça fait un ravage par rapport à l'ancien régime. On ne peut pas, avec une proximité, ça veut dire automatiquement le pouvoir change et on voit se reproduire les mêmes choses dans une certaine mesure. Donc pour revenir, à mon avis, la question elle est très claire. Ce n'est pas une question de frère ou de sœur ou de cousin machin. La question centrale, les ressources naturelles du Sénégal, il y a une nécessité de clarifier à qui on l'a donné, qui a reçu l'argent, qui n'a pas reçu l'argent. Cette question aujourd'hui que porte le mouvement démocratique citoyen qui va s'amplifier. Parce que n'oubliez pas que l'environnement est contingent. L'Algérie, ils sont là tous les vendredis. Le Soudan, ils sont là tous les vendredis. Aujourd'hui, l'opinion publique n'est pas une opinion publique qui manifeste une fois et qui va rester. Surtout le Sénégal, facilement, les gens, ils s'indignent. Des risques de contamination ou vous pensez que c'est à peu près les mêmes effets, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets? Je vous dis. En convoquant un peu l'exemple en Afrique du Nord et au Soudan. Je vous dis qu'aujourd'hui, à l'ère
de la circulation des informations. Je dis que les gilets jaunes auront un impact. L'effet gilet jaune, même si aujourd'hui ça s'est éteint quelque part, ils ont quand même marqué l'histoire de la France. Et demain, on dira, les historiens, on dira, après mai 68, le mouvement véritablement citoyen qui a fait reculer le pouvoir, c'est le gilet jaune. L'Algérie, c'est pareil. Ils ont réussi quand même à déboulonner pour le moment. Bon, ils n'ont pas achevé leur processus de transformation révolutionnaire, processus citoyen, mais quand même, Bouteflika est parti. Et le régime qui lui survit est obligé de juger les représentants du régime qui sont les plus salis sur le plan économique. Le Soudan, c'est pareil. Malgré la répression, le peuple est là. Alors, le Sénégal, je vous dis, c'est très symbolique. Les ressources naturelles d'un pays, quand on entend qu'on l'a donné à quelqu'un, je ne cite pas son nom, un étranger qui a recruté le frère du chef de l'État, déjà, ça pose un problème. Du point de vue de l'éthique, ça pose un problème. Moi, je ne discute pas des technicités, des machines comme ça, je discute des formes, des processus. Le processus, il est suspect à partir du moment où l'un des bénéficiaires est le frère du chef de l'État. Mais de là qu'il soit le frère du chef de l'État, quelle doit être en tout cas son attitude présentement? Lui qui, sur la base en tout cas du reportage du document de la BBC, a fait une conférence de presse, a carrément en tout cas nié les faits qui sont évoqués dans le document. Et ses partisans aussi continuent toujours. Vous pensez que vous avez dit que pour son frère, il aurait subi une pression. Et lui, dans cette affaire-là, quelle devrait être son attitude véritablement? Moi, je dis comme il y a la jurisprudence Mamadou Seck, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui était à l'époque ministre sous Wade. Oui. Quand il a été accusé, il a démissionné. Il est allé répondre à la justice quand il a été blanchi, excusez-moi du terme. Il est revenu. En démocratie, dès qu'il y a suspicion, si vous occupez une fonction publique qui est incompatible d'ailleurs avec des activités privées, moi je suis partisan de ne pas confondre, de ne pas faire cette mixture activité publique et activité privée. Dès lors, il y a un conflit d'intérêts. À qui la faute dans ce cas, Aliou Sall? Lui, c'est celui qui l'a nommé. Moi, je ne pas, c'est pas lui, il ne s'est pas autonomé. Moi, ce n'est pas à l'UNSA, effectivement, mais c'est au président de la République qui est quand même le chef de l'exécutif, qui nomme aux emplois civils et militaires. Il est libre de nommer qui il veut, mais dans le qui il veut, nous sommes libres aussi de contester, le peuple sénégalais, je veux dire, de contester les nominations. Ça fait partie. Parce que la République, elle n'est pas fondée sur l'éthique, elle n'est plus république. Retournons à la monarchie. Dans ces conditions. Alors, vous parlez de la République, de la gestion de la chose publique, ramener quand même à ce problème du pétrole et du gaz, des ressources naturelles. Il y a tout un élément de langage qui est battu sur, autour de cette affaire-là. Vous avez parlé de la sortie du chef de l'État. Vous avez fait allusion à cette sortie le matin de la célébration de l'Aïd el-Fitr, la Korité. Mais nous nous sommes rendus compte que depuis que cette affaire a été ébruitée par la BBC, il y a des cascades de réactions, notamment des partisans politiques du président de la République et de Aliou Sall. Entre autres, pas plus que ce vendredi, la coalition Benno Bokk Yakaar a fait une sortie. Disons, ces réactions venant des chapelles politiques qui soutiennent le chef de l'État, vous, comment est-ce que vous les appréciez véritablement? Est-ce que vous pensez que la lumière peut jaillir de ces réactions-là? Moi, je pense que on doit avoir une attitude citoyenne et une attitude républicaine. Même des attitudes républicaines. Qui voudrait peut-être que la personne qu'on accuse puisse aussi, et ses partisans puissent déclarer mais publiquement qu'elle n'est pas coupable. Non, mais il est libre. Il est libre.
Mais dans ces conditions, il ne faut pas qu'il y ait de communication. Parce qu'à l'intérieur du pouvoir, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous les pouvoirs. Le pouvoir se construit sur la base d'alliances politiques. Et ces alliances politiques se matérialisent. Et ces alliances politiques perdurent dans le pouvoir à partir d'un bloc hégémonique. Et quand le bloc hégémonique commence à se fissurer, et c'est ce qu'on voit. Ah oui. C'est ce qu'on voit. Parce que la communication de... El Hadj Amidou Kassé. Oui, monsieur El Hadj Amidou Kassé n'est pas une communication fortuite. Peut-être c'est symptomatique des lignes qui apparaissent, des contradictions qui apparaissent dans les éléments de communication, de langage de communication par rapport à cette affaire. Mais même quand on semble dire, pour son cas, que le palais se démarque de son attitude. Non, mais ça, il ne porte pas la parole. Non, mais ça, c'est normal. Parce que dans le discours politique, il y a ce qu'on appelle le masqué. Les fichiers indésirables, quelque part. Il ne va pas dire il a raison. Mais il a dit, malgré tout, et on retient qu'il a une position officielle. Ce n'est plus la personne qu'on voit. Hein. C'est quand même l'institution. Ça peut engager l'institution? Non, je peux dire, ça veut dire, pour moi, qui travaille sur les éléments de cohérence du discours politique et d'incohérence du discours politique, ce que j'en tire, il y a une partie, une ligne du pouvoir, le bloc hégémonique est en train de se fissurer. Il y a des partisans de dire on ne peut pas nier la réalité. D'autres qui disent on nie la réalité, c'est pas vrai, etc. Lui, il reconnaît qu'il y a eu des mouvements d'argent, de transfert, mais sur la base d'une consultation, etc. Mais au moins, il nie qu'il y a... Il ne nie pas. Il ne nie pas qu'il y a une transaction. Oui. Parce qu'effectivement, ils sont dans une position qui est extrêmement difficile sur le plan international. BBC, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une institution en Grande-Bretagne, la BBC. Et les gens travaillent sur, quand même, à mon avis, la question de l'éthique dans les enquêtes. Moi, je fais beaucoup de recherches. Il y a ce qu'on appelle l'éthique. On ne balance pas comme ça par intérêt, bon, entre guillemets. Entre guillemets. Donc pour moi, et ça aujourd'hui, je dis, heureusement qu'une partie des médias, au niveau international, bon, peut-être même au niveau national, c'est quand même informé. Heureusement qu'on a ça. Sinon, le capital international, sinon, c'est fini pour nous. C'est comme Mediapart, le Canard enchaîné, etc., etc. C'est l'investigation dans la communication. Moi, je ne sais pas où ils ont obtenu leur information. Le fait est là, et ce n'est pas n'importe qui. Donc, face à ça, la communication du pouvoir est une communication ultra défensive. Ultra défensive. Et dans ça... Et vous ne pensez pas qu'aussi elle peut reposer sur des preuves peut-être que le pouvoir a, que le commun des mortels, des Sénégalais, peut-être les citoyens lambda, même préoccupés aujourd'hui par la gestion du pétrole et du gaz, ou même gênés par la gestion en tout cas des... Moi, je te dis... ne puissent pas détenir en termes d'information? Moi, je vous dis, la vigilance démocratique, je ne fais pas confiance aux oligarchies du pouvoir. Parce qu'ils construisent leur discours sur des éléments... Documentés, argumentés? Sur des éléments, à mon avis, qui sont des éléments d'autodéfense pour préserver le pouvoir. En tout cas, certains groupes dans le pouvoir. Ce n'est pas tout le monde. Peut-être aujourd'hui, au sein du pouvoir, il y a quand même des patriotes et des démocrates qui voudraient que la vérité éclate. Pour que la vérité éclate, je regrette, le Sénégal aujourd'hui, il y a une crise de confiance par rapport à notre justice. Les gens se méfient, et tout le monde le sait. Si aujourd'hui une partie de la population, une partie de la classe politique, une partie du mouvement citoyen ne fait pas confiance
Et les gens sentent qu'il y a deux poids, deux mesures. Qu'est-ce qui pourrait justifier quand même ce climat d'absence de confiance des citoyens vers la justice? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Pourtant, une justice dont on dit, en tout cas en théorie, qu'elle fait partie des meilleures justices au monde. C'est-à-dire, moi je pense que on ne va pas jouer... Avec des hommes qu'on dit intègres, qui sont là, bien formés, à la bonne école. Non, on ne va pas jouer, à mon avis, pour éclairer l'opinion. On a quand même des exigences de parler, sortir un peu de langue de bois. Oui. Il y a eu l'affaire Karim Wade. On a sorti la CREI. Un tribunal spécial a été mis en place. Les puristes en matière d'état de droit, en matière de démocratie dans notre pays, n'ont jamais été d'accord sur le recours à ce procédé. Et le pouvoir est comptable de ça. Ça a créé, en tout cas dans ce pays, un élément de contentieux entre le pouvoir, l'appareil judiciaire, qui a été, à mon avis, entre guillemets, instrumentalisé, et une partie, au moins, des Sénégalais partisans du PDS, partisans de Karim. Et même un certain nombre d'avocats, un certain nombre de juristes qui veulent la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, qui ne veulent pas de l'instrumentalisation, entre guillemets. Il y a eu l'affaire, l'ancien maire de Dakar, M. Khalifa Sall Ababakar, à partir d'un rapport de l'IGE et qui l'a conduit à une condamnation. Et les deux, en même temps, étaient candidats pour les dernières élections. Et ils ont été légitimés par le parrainage citoyen. Après, ils ont été éliminés. Le processus électoral a posé un nombre de problèmes. Il y a un très grand contentieux. Tous les recours ont été rejetés, quelque part. Et pendant très longtemps, cette question a été posée. Question, comment dirais-je, Franck Timis, Alioune Sall. Ça a été posé par les différents, en tout cas certains citoyens et certains leaders politiques au Sénégal. Ils l'ont posé. Si jamais il y a eu, le procureur ne s'est autosaisi. Donc, à mon avis, il y a des éléments La saisine du procureur ne peut pas être analysée sous l'angle d'une volonté du pouvoir, si nous pouvons dire enfin, de vouloir tirer ces choses-là au clair? Je ne pense pas, parce que le pouvoir a été... Quand vous êtes acculé et vous prenez une mesure, même si cette mesure, je dis, il y a une bonne intention derrière, c'est biaisé. Vous avez déjà perdu au niveau de la bataille de la communication. N'oublie pas qu'aujourd'hui, Sarkozy va être poursuivi. Ouais. Il a perdu tous ses recours en France. Et on va avoir le premier président sous la Ve République qui risque d'être condamné. Le parquet financier de Paris n'attend pas. Bon, j'aime pas prendre des exemples. Mais finalement, ce sont quoi vos attentes par rapport à ce dossier? Est-ce que vous êtes optimiste que autour de ces contrats-là, en tout cas sur lesquels on doute aujourd'hui, par rapport à leurs conditions d'attribution, les cas de corruption qui ont été évoqués avec la saisine du procureur, avec cette ouverture du pouvoir en place aujourd'hui et la mobilisation sur place, vous pensez que finalement la lumière va jaillir? Elle va jaillir tôt ou tard. Il va jaillir avec ce régime sous la pression populaire et la pression internationale. Les deux se combinent. Et justement, cette pression internationale, il y en a du côté du pouvoir qui pensent que peut-être le Sénégal est victime de combines. Il y en a qui veulent, de l'extérieur, veulent
disons, déstabiliser le pays avec le reportage de la BBC. Oui, oui. Vous pensez que c'est possible, vous qui aimez évoquer le contexte international, est-ce que, d'un point de vue géostratégique et tout, en tenant compte de tout ce que le Sénégal a, et ce qu'on appelle la malédiction du pétrole dans d'autres, sous d'autres cieux, c'est pas un risque quand même qui guette le Sénégal, vous ne pensez pas? Moi, je suis un ex-68 art. Quand on s'est révolté contre le régime de Senghor, qu'on disait régime néocolonial, on a entendu qu'on était manipulé par... Mais le mouvement était venu de la France quand même. Non, le mouvement n'est pas venu de la France. De l'Europe, oui. Ça a commencé avant la France. Oui. Ça a commencé avant, quand, bon, je m'excuse de le rappeler, M. Mokhtar Mbow, qui était ministre de l'Éducation nationale, ils ont décidé, et qui venait du PRA, ils ont décidé de couper les bourses en disant que les bourses, là, on ne doit pas les payer pendant les vacances. Le mouvement a commencé comme ça. Mais inspiré un peu de l'Occident. Moi j'étais dans la rue, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé. D'accord. Il n'y avait pas YouTube. Moi, je ne savais pas. Le seul moyen d'être branché avec ce qui se passait au niveau de la France, etc., c'était la radio. Nous, on était de très jeunes lycéens quand on a été dans les barricades. Et on posait les problèmes sénégalais de rupture avec la France. Mais on nous a accusés d'être des agents de Moscou et de Pékin. Moi, je ne savais même pas où se trouve Moscou ni Pékin. Aujourd'hui, c'est le même discours qu'on entend. De la part d'un pouvoir, quand même, je regrette, qui a donné notre pétrole quelque part à M. Franck Timis, qui est roumain. Je n'ai rien contre, je ne suis pas dans la discrimination, etc. Ils l'ont donné à Total, ils l'ont donné à BP, qui sont des compagnies étrangères. Or, moi, je suis un panafricaniste. L'Afrique a les moyens d'avoir des compagnies pétrolières aussi. L'Afrique pouvait se passer des Timis, etc. Si ce qu'un individu peut faire, les États peuvent le faire mieux. Donc, qu'on ne me dise pas aujourd'hui que les autres sont manipulés par ces BBC, il y a un complot. Quel complot? Le problème est très clair. Des forces tapis. Non, c'est des éléments de cohérence, des éléments permanents. Nos ressources, on a donné. Je ne sais plus, le décret d'attribution, on a attribué à monsieur, sa compagnie, j'ai oublié, etc., monsieur Franck Timis, on lui a attribué 2 blocs qui constituent les espoirs de notre peuple, de notre nation. Même si moi, je suis, bon, je ne crois pas que c'est le pétrole, etc. Je suis beaucoup plus écolo qu'autre chose. Mais bon, mais maintenant, c'est très clair que tous les contrats dans ce pays, ce sont les étrangers. Qu'on ne vienne pas me dire quel complot. Maintenant qu'on dise des choses qui ne... C'est même pas des choses qui sont gênantes, des choses qui sont normales. D'accord. Alors, de la même manière qu'on parle de complot concernant le dossier Franck Timis, pour aller vers la transition, oui. Il s'est trouvé, nous avons évoqué les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar qui se sont retrouvés hier pour réagir aussi et parler de complot ou bien d'ingérence même par rapport à l'Union africaine. L'Union africaine, pour parler politique, parce que vous avez évoqué le parrainage, l'Union européenne, autant pour moi, pour parler politique, qui a fini de dresser son rapport concernant le parrainage. Et en conclusion, entre autres, l'Union estime que le parrainage doit être revu ou systématiquement bloqué, surtout ramené aux autres élections. Finalement, vous dites quoi par rapport à, d'abord, l'Union européenne qu'on accuse d'ingérence? Vous pensez que quand même l'Union devrait aller jusqu'à produire un rapport post-élection? Mais bien sûr que je le pense. Bien sûr que je le pense. Toutes les missions d'observation sont accompagnées de recommandations. Ce n'est pas de l'empirisme, j'observe, bon, tout est bien, etc. Ils ont bien voté, il a bien gagné, c'est terminé. Non, il y a ingérence dans ce Il n'y a pas d'ingérence. Qui les a invités ici? Ce n'est pas l'opposition. Pourquoi eux? C'est ça le problème du complexe politique de certains pouvoirs. Ils acceptent qu'eux, ils viennent contrôler nos élections. Parce que nous sommes incapables de régler nos problèmes nous-mêmes à partir de systèmes
transparent, fermé. C'est très clair. C'est parce que aussi l'opposition n'a pas tellement confiance au pouvoir. À chaque fois que le pouvoir en place met des mécanismes, c'est l'opposition qui dit non. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Oui. Moi, je ne parle pas de l'opposition. Ni du pouvoir. Je parle des en acteurs, tant que citoyen. des géopolitiques. Dans un pays où on a dépensé 53 milliards pour des cartes et que certains Sénégalais jusqu'à présent n'ont pas leurs cartes, c'est un problème fondamental. Et tu n'as pas besoin de l'Union européenne pour vous le dire. Quand vous instituez, s'il vous plaît, le parrainage citoyen, pour la première fois dans notre histoire, élargi. Parce que souvent, il dit, oui, ça existait avant. Mais ça existait avant uniquement pour les indépendants. Oui. Pour les indépendants. Et que ce système écarte des candidats qui ont des députés, que ce système écarte des candidats qui sont des femmes, ça pose des problèmes. Aujourd'hui, le parrainage a montré également, c'est extrêmement difficile. Comment contrôler ce parrainage? La démocratie, elle doit être inclusive. Elle ne doit pas être... Le principe, ce n'est pas la sélection. On ne sélectionne pas par l'argent. On ne sélectionne pas par des procédures administratives pour éliminer, en disant qu'il y a trop de partis. Voilà, si je vous comprends, ça veut dire qu'on ne devrait même pas attendre le Sénégal. Les Sénégalais ne devraient même pas attendre ce rapport de l'Union européenne pour pouvoir remettre en cause. Et maintenant que le constat est fait, et que faut-il faire véritablement, ramener à ce parrainage? Moi, je suis, à mon avis, je suis carrément... Quelle doit être l'attitude aujourd'hui du pouvoir face à cette situation? Est-ce que c'est la dénégation, l'accusation d'ingérence ou non, quelle devrait être la réaction? L'accusation d'ingérence, c'est une faiblesse. Vous ne pouvez pas avoir une économie qui dépend à 99% des étrangers, du capital international. Vous ne pouvez pas avoir uniquement votre projection de l'avenir pour construire ce pays uniquement à travers des plans financés par l'aide extérieure. Vous ne pouvez pas être dans un pays, ou en tout cas dans un système hyper dépendant, hein, dans son système financier, dans sa monnaie, etc., de l'étranger, et dire que maintenant, dans les processus politiques, vous invitez l'Union européenne qui vous finance quelque part, même vos processus, machin, etc. Et vous dites, un rapport sort qui critique, et vous dites c'est de l'ingérence. Non. À mon avis, il faut être extrêmement responsable. Les Sénégalais n'ont pas... Les Sénégalais aujourd'hui savent qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On va vers des élections locales. C'est dans quelques mois. Est-ce que le parrainage, si on l'institue, ça ne va pas créer d'énormes problèmes? Est-ce qu'on ne doit pas revenir à des formes autres, souples, de limitation, même entre guillemets? Moi, je ne suis pas pour des limitations. Je suis vraiment, à mon avis, ultra-démocrate sur ce plan-là, de limitation de candidature. C'est au peuple de le faire, parce que le peuple, la souveraineté appartient au peuple. Mais on peut sortir des critères. On peut sortir des critères. Quand on est un parti politique qui tient régulièrement, qui participe aux différentes élections, etc., ça peut être un choix. Il y a d'autres choix, à mon avis. Et les Sénégalais ont assez d'expertise aujourd'hui, hein, pour effectivement faire des propositions qui vont dans le sens du renforcement de la démocratie représentative. Alors, puisque Mamadou Wane vous parlait de propositions allant dans le sens d'améliorer le niveau de la démocratie au Sénégal, cela nous ouvre la porte du dialogue national, parce qu'il y a un dialogue qui a été lancé par le chef de l'État, entamé quand même, il y avait les préalables depuis fort longtemps, mais officiellement lancé le 28 mai dernier par le chef de l'État, et qui continue. Et tout de même, nous avons constaté qu'avec cette mobilisation autour du pétrole, on parle de moins en moins de ce dialogue. Ce dialogue, pour, disons, sa continuité, poursuivre le dialogue et son impact dans ce contexte d'accusation, de contestation, dans l'exploitation des ressources naturelles. Vous pensez qu'il y a eu des chances, il y aura des chances que ce dialogue-là aboutisse ou qu'on ait les résultats attendus ou escomptés?
Je ne veux pas... Le pétrole, en résumé, ne peut pas... Le débat sur le pétrole ne peut pas gêner le débat autour des questions... Le débat sur les ressources naturelles et la façon dont la gouvernance des ressources naturelles, aujourd'hui, est la contradiction principale. Parce que la politique, il n'y a pas une séparation entre ce qui est économique, les processus électoraux, etc. Parce que quand on va gouverner aussi sur la base des ressources. Si aujourd'hui on pense qu'il y a un problème à ce niveau, il faut régler ça d'abord, à mon avis. Le principe de dialogue national... Ça ne pouvait pas être réglé pendant le dialogue au lieu de prendre la rue? Ce n'est pas possible. La rue, dans tous les processus d'avancée démocratique dans le monde, c'est la rue qui a réglé un certain nombre. La rue, je veux dire, par des grèves, des manifestations. Oui. Manifestations. Il n'y a aucune décision qui a été prise uniquement par le dialogue entre acteurs politiques. Il faut ce qu'on appelle les dynamiques de transformation. Par les dynamiques de transformation, il faut que les citoyens s'indignent. Cette capacité à ne rien dire, rester chez soi, c'est pas bien, etc. Parce qu'aujourd'hui, les gens se battent. Ceux qui se battent aujourd'hui, les porteurs aujourd'hui de notre histoire, future, présent et futur, demain, on leur devra au moins d'avoir posé ce problème-là. Donc, pour revenir à votre question, le principe du dialogue politique, il faut saluer le principe que les acteurs politiques et les acteurs sociaux puissent discuter des questions d'intérêt national et qu'on l'institue à travers divers mécanismes au niveau de la représentation nationale, les députés, l'opposition, les chefs de l'opposition. Il y a plusieurs formes. Il faut qu'on retrouve aussi les vertus africaines qu'il y a eu dans le Fouta, qu'il y a eu dans le Cayor, qu'il y a eu dans le Jolof, en Casamance, etc. J'oublie le Wallo. Donc on a des traditions culturelles d'échange. C'est ce qui nous a valu que notre histoire n'est pas faite d'envahissement des uns, etc., de guerres internes dans notre pays. Donc pour moi, il y a un stock qu'il faut puiser. Mais seulement, la vérité aussi, dans la gestion politique, dans la gestion économique, dans les gestions administratives, le contrôle des gouvernances à tout ce niveau-là, aujourd'hui, la question principale de la société sénégalaise, la contradiction, et je parle quelque part un bon élève maoïste, la contradiction principale, c'est aujourd'hui la question de la gestion de nos ressources naturelles, surtout la question de fond, l'affaire Timis, Franck Timis, Aliou Sall, BP, comme les gens, etc. BBC Et finalement, Total. Total qui entre dans la danse. Alors, pour les toutes dernières minutes qui nous restent, je crois que nous allons parler de notre rapport, le rapport présenté en début juin de ce mois, le rapport de Human Rights Watch. Parce que vous êtes le coordinateur de la plateforme pour la promotion des droits humains. Et ce rapport s'intéresse à la situation des enfants talibés. Et ça a été publié, un rapport assez alarmant quand même, et qui est fondé sur beaucoup d'éléments, mais qui n'a pas en tout cas enchanté, si je dois l'appeler ainsi, à certains Sénégalais, notamment ceux-là qui possèdent les écoles coraniques. Ce rapport aussi, en quelque sorte, les gens étaient plus ou moins dubitatifs. Ils ont un peu senti une main étrangère qui viserait encore à déstabiliser l'enseignement coranique au Sénégal. Vous en dites quoi par rapport à ça? Non, mais c'est vrai, moi, ces gens qui s'indignent, alors qu'ils ne se sont pas indignés quand on voit des enfants talibés tout le temps dans la rue. Dans les enfants de la rue, seuls les talibés qui sont dans la rue en train de mendier sont des personnes à qui on exige de rapporter tous les jours de l'argent. Si vous ne l'apportez pas, vous êtes soit frappé ou vous êtes dans des conditions d'esclavage. Et je pèse mes mots. Ces gens ne s'indignent pas
par rapport à ça. Les gens ne s'indignent pas quand tu as eu l'incendie de la Médina et que des enfants, plus de 9 enfants ont été brûlés vifs et ils ont été enterrés dans une fosse commune au cimetière de Grand Yoff. Ils ne s'indignent pas. Quand des enfants sont violés sexuellement, et ça existe, les viols, les abus sexuels, ça existe pratiquement partout. La pédophilie, et c'est là où je salue la position de la hiérarchie de l'Église qui n'a pas cherché à dissimuler les abus sexuels dont ont été victimes des enfants par un certain nombre de prêtres. Ils n'ont pas dit, en le disant, on va éclabousser l'institution. Ces gens ne s'indignent pas de la misère affective de ces enfants qui quittent les pays voisins, qui quittent un certain nombre de nos régions, qui vivent ici, amputés de la famille, que personne ne contrôle. Le rapport dit qu'il y a eu des enfants qui sont morts par accident sur la route. Il y a eu des enfants qui sont morts parce qu'ils ont été frappés. Il y a eu des enfants qu'on a enchaînés. C'est des réalités. Les Sénégalais, à mon avis... Est-ce que ce ne sont pas des cas isolés quand même que le rapport peut-être voudrait prendre comme des exemples généralisés? Ça ne peut pas être des cas isolés. Quand des enfants, un seul enfant est tué, ça ne peut pas être. Quand 30 000 enfants existent quotidiennement à Dakar et sillonnent les rues de Dakar, parce qu'on leur a dit qu'il faut rapporter 300 francs par jour par personne ou 500 francs, le vendredi 1000 francs, ça ne peut pas être des cas isolés. Quand on ne contrôle pas, même dans le quartier, les délégués de quartier ne rentrent pas dans les maisons abandonnées ou en construction, où vivent ces enfants. On ne peut pas accepter cela. Ce que les gens disent, ces enfants méritent d'être protégés. Ces enfants méritent d'apprendre le Coran dans d'excellentes conditions. C'est à la société de s'organiser pour que ces enfants ne mendient plus. C'est à l'État de mettre en place des politiques publiques en matière d'éducation pour protéger ces enfants. Nul n'a le droit de prendre des enfants, de les frapper à mort. Même moi, mon fils, si je le fais, je dois. Donc pour moi, il faut arrêter. Vous allez dans... C'est la presse. La plupart des informations qui sont documentées dans ce rapport, c'est des remontées. Moi, je fais la revue chaque jour, je sélectionne, chaque jour, je lis la presse. Je prends des cas d'abus sur les enfants, pas seulement talibés, que je documente. On a été dans des services qui s'occupent de ces enfants. On a parlé à ces enfants-là qui ont subi de la violence terrible. Il y a des choses, même on n'a pas voulu le dire, parce qu'on ne dit pas tout dans une certaine mesure. Puisque vous avez participé quand même à l'élaboration de ce rapport-là, oui. Avez-vous véritablement rencontré les maîtres coraniques, ceux-là qui détiennent ces, disons, de manière générale? On a rencontré, si vous lisez, parce que les Sénégalais aussi ne lisent pas, oui. Ils réagissent de manière épidermique. Mais si vous demandez aux gens, il y a eu 180 personnes qui ont été interviewées, donc 88 enfants, parce que c'est les principales victimes. Dans toutes les enquêtes, vous vous adressez, quand vous parlez de violence... une trentaine de maîtres coraniques, oui. C'est pas peu par rapport à ce que tout le Sénégal... C'est un échantillon. Très bien. On ne peut pas interroger toute la population. Et nous sommes partis aussi des référés au niveau du tribunal, avec les AEMO. On est parti de la réalité. Vous prenez, vous tapez. Vous allez dans Google, vous tapez. Enfant, battu, mort, bourre, ça te sort. Je vous dis, il y a 2 ans, des enfants sont morts parce qu'on les a abandonnés comme ça. Il y a eu l'incendie. La ministre chargée de la protection est allée là-bas voir ses enfants. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, les Sénégalais, oui. À mon avis, il faut arrêter ce truc-là dès que notre société... Parce que ces enfants sont exploités à ciel ouvert. Vous allez dans n'importe quelle rue de Dakar, n'importe quelle rue de banlieue,
vous allez voir. Alors, vous dites que la société doit s'organiser, doit prendre ses responsabilités, j'imagine. C'est vous, c'est nous, ce sont les parents, ce sont les gouvernants, les acteurs politiques. Justement, le Sénégal sort d'une élection présidentielle qui a consacré le président Macky Sall, qui est aux affaires. Mais est-ce que, dans les programmes politiques des différents candidats, avez-vous une perception de la prise en charge de la dimension enfance? Oui, non, je voulais juste terminer cette question. En venant ici, dans votre truc, j'ai rencontré des enfants là, en bas. Oui, qui sont là tous les matins. Ça. En bas. C'est vrai, soit la société accepte qu'il y ait des enfants qui vont grandir, entourés par leur famille, leur communauté, et d'autres enfants laissés totalement à l'abandon, sans contrôle communautaire, sans contrôle aussi de l'État, sur certains prétendus. Il faut réglementer ça. N'importe qui ne peut pas avoir la responsabilité d'éduquer des enfants. Très bien. Bon, donc pour revenir, la prise en charge dans la dimension politique. Dans la prise en charge de la dimension politique, je reviens, durant les élections présidentielles, beaucoup, nous les activistes de la protection des enfants, on a interpellé certains candidats. Et je le dis. Ils étaient 5 justement. Je le dis avant même 5, Abdoul Mbaye, parce qu'il faut dire, Abdoul Mbaye a mis dans son programme, malheureusement, il n'est pas passé, cette question d'éradication de l'exploitation de la mendicité des enfants. Ousmane Sonko l'a dit dans son programme, en parlant de la protection et de propositions de politique publique pour empêcher qu'il y ait ce phénomène-là. C'est un phénomène qui existe depuis très longtemps. Les Sénégalais, moi, je ne peux pas comprendre. Quand on voit un enfant enchaîné, nous disons... Le chef de l'État, candidat réélu, bon, le chef de l'État... L'avez-vous rencontré ou comment est-ce que vous appréciez? On n'a pas rencontré le chef de l'État. Mais quand il y a eu la première initiative de retrait des enfants de la rue, et l'instruction du président de la République à l'occasion du Conseil des ministres le 20 juin 2016, nous avons activement participé à côté de l'attraction, de la promotion des droits de l'enfant. C'est l'occasion de rendre un hommage à tous les ministres qui ont eu en charge la protection de l'enfant, qui se sont mouillés, alors que le secteur sécuritaire de l'État est resté les bras croisés. Le Premier ministre a déconstruit totalement l'ancien Premier ministre. Abdoul Mbaye. Non, je ne veux pas citer son nom. Mohamed Boun Abdallah Celui qui était Premier ministre en 2016. Quand le chef de l'État a pris cette mesure, quelque temps après, il a reçu certains qui ont intérêt à ce que le système continue, parce qu'eux, ils croient tout le temps qu'on attaque l'institution. Ce n'est pas vrai. Nous voulons que les enfants étudient le Coran dans la dignité. Nous voulons qu'on adopte le projet de loi portant un statut des Dara. La modernisation des Dara. Absolument. Mais au moins qu'il y ait un contrôle de l'État, qu'on donne des subventions à ces maîtres coraniques, à ces écoles coraniques qui ne font pas mendier les enfants, qui font un travail excellent. Nous sommes conscients qu'on est à 95% de musulmans et que l'éducation religieuse est fondamentale. Nous nous battons qu'on le mette aussi au cœur de l'éducation, de l'offre publique. Donc, pour revenir, il y a eu cette initiative. Mais elle a été bloquée, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il y a eu quelques enfants quand même, c'est à saluer. La deuxième initiative de retrait, c'est en 2018. Bon, les gens ont changé, on a été associés, on ne peut pas dire, parce que nous, dès qu'il y a une offre positive, mais on y va. Nous, on dialogue avec des maîtres coraniques. Il y a des maîtres coraniques qui sont membres de la fédération. Il y a des maîtres coraniques aujourd'hui qui sont organisés. Tous ne sont pas de la fédération. Et qui travaillent comme nous, qui ont la même approche. Donc pour terminer, sur ça, le président de la République, lors du dialogue national, Mme Aïda Mbodj, ancien ministre, le chargé de la protection, a posé. Il y a eu 2 leaders religieux, la communauté laïenne et la famille omarienne qui ont posé le problème. Le président en a profité pour dire, voilà, si maintenant c'est les religieux qui le posent, dès après la Korité, on va reprendre les opérations de retrait des enfants pour les protéger.
de l'exploitation de la mendicité. Mais on est bientôt la Tabaski et rien n'est fait. Rien n'est fait. Il était important d'en parler, tant puisque nous sortons de la journée de l'enfant africain, Absolument. Le 16 juin dernier. Nous allons terminer, puisque nous parlons en tout cas, disons, nous avons commencé par les interdictions, les autorisations de mobilisation des manifestations. Et justement, cela nous rappelle cette interdiction ce samedi d'une manifestation qui a été initiée, dit-on, en Casamance, dans la partie sud du pays, où un chef de guerre qui s'appelle Salif Sadio, qui est à la tête d'un mouvement irrédentiste qui réclamait jadis l'indépendance, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont complètement, mais de toute façon, il avait initié une série de rencontres. Il y a eu 2 qui se sont tenues, autorisées, mais la 3e qui devait se tenir ce samedi, ou prévue ce samedi, dans une localité de la Casamance, à Diouloulou, a été finalement interdite par l'autorité. Le problème de la Casamance, entre la manière dont il est géré, ou elle est gérée, cette crise par le gouvernement, et ceux-là en tout cas qui sont à la tête du MFDC. Sociologiquement aujourd'hui, vous pensez qu'on peut arriver à une paix durable telle que souhaitée par une partie de la population sénégalaise, la majeure partie de la population sénégalaise, et disons le gouvernement d'une part, et des éléments aujourd'hui futiles du MFDC qui veulent la paix? Bon, mais moi je dirais tout simplement qu'au plan sociologique, les différentes communautés sénégalaises sont des communautés pacifistes, où le langage de guerre n'existe pratiquement pas. Et les pratiques de guerre intercommunautaires sont continues. Je veux dire, historiquement, vous n'avez pas, même si vous prenez la Casamance, vous n'avez pas cet élément d'historicité qui alimente ce phénomène-là à un moment donné. Et l'immense majorité des Sénégalais sont pour le processus de paix. On ne peut pas aujourd'hui prendre les armes contre l'unité nationale pour déconstruire l'unité nationale, alors qu'on doit aller vers l'unité africaine. Moi, je ne suis pas pour ces revendications. On est déjà balkanisé, etc. Ça suffit largement. On est maintenant dans un mouvement historique. Il faut aller vers les États-Unis d'Afrique. Je ne peux pas cautionner cela. Okay. Une mobilisation interdite dans ce contexte où il y avait l'accalmie, vous pensez que... Mais ça dépend. À mon avis, si par exemple aujourd'hui, cette accalmie est matérialisée par ce que vous dites, un dialogue acté par le retour dans la République, sans chercher à humilier, sans chercher la solution, à mon avis, il ne peut pas y avoir de solution militaire. Parce que de toutes les façons, la solution, elle n'est que politique. Donc pour moi, l'interdiction également de cette rencontre, on ne peut pas défier par les armes la République et demander à faire des manifestations, à mon avis, dont on ne connaît pas le contexte. Si c'est dans le cadre d'un processus d'aller vers la paix, pas la paix cherchant l'humiliation de l'autre, mais la paix qui cherche également à réconcilier, à désarmer, à démobiliser et à faire en sorte que ce qui était sorti de la République, ceux qui sont sortis, même si notre nation, bon, ce n'est pas le processus continu dans l'histoire, etc., mais au moins s'il y a ça, on l'a hérité de la colonisation. Je pense que, à mon avis, il faut avoir des attitudes et des pratiques de cohésion, de reconstruction de notre nation sur cette base-là. Et non pas accepter que déjà, vous ne contrôlez pas ce qu'ils vont dire. Je pense que... Bon, mais maintenant, à mon avis, il faut aussi dialoguer. Il faut aussi chercher à discuter avec cette partie qui reste encore, entre guillemets, rebelle. Merci. Ce sont les derniers mots de cet entretien que nous avons eu avec Mamadou Wane Dimao,
Je rappelle que vous êtes sociologue, vous êtes le coordinateur de la plateforme pour la promotion des droits humains. C'est à ce titre que nous vous avons invité ce soir à échanger avec les Sénégalais sur les actualités dans ce pays. Nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement et nous vous souhaitons un bon retour. À vous qui nous avez suivis pendant cet entretien avec Mamadou Wane Dimao. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro éclairage. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés.